Si on est tous d'accord pour dire que les courbatures ça fait mal, c'est peut-être aujourd'hui sur ce sujet le seul aspect qui fait consensus. Parce que ok, la littérature sur les courbatures, elle est en partie vieille. Ça fait longtemps que le phénomène est connu et ça fait longtemps qu'on s'y intéresse. Mais pourtant, encore maintenant, et Vincent Martin l'expliquera bien mieux que moi, il y a encore de nombreux débats qui persistent. À l'issue de la partie 1 sur les courbatures que je vous ai présentée la semaine dernière, je les ai constatés ces débats. Quand j'ai fait ma revue de littérature, j'ai retrouvé des articles avec des commentaires, des réponses aux commentaires, des papiers théoriques qui viennent contredire d'autres papiers théoriques. Et si j'ai fait appel à Vincent pour cet épisode, c'est pas pour rien. Il est chercheur en physiologie de l'exercice et il travaille depuis des années sur les dommages musculaires et les courbatures. Du coup, il a du recul sur le sujet, il a mené des études, il a creusé les papiers et donc il peut nous aider à y voir plus clair. Parce que malgré ma partie 1, il en reste des questions en suspens. Comme par exemple, pourquoi certaines personnes ont moins, voire quasiment jamais de courbatures par rapport à d'autres. Et ok, il y a 4 hypothèses sur l'origine des courbatures, mais est-ce qu'une d'entre elles domine? Et puisque les courbatures viennent en partie de l'inflammation, est-ce qu'il faut tout faire pour diminuer cette inflammation? Ou encore, une de celles qui m'intéresse le plus, est-ce que la disparition des douleurs est un bon ou un très mauvais indicateur de la récupération des courbatures? Bref, c'est les réponses à toutes ces interrogations que je vous propose dans cet épisode. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 2 sur les courbatures avec Vincent Martin. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est des montres que j'utilise dans tous mes entraînements et mes compétitions, et plus particulièrement la Race 2 depuis sa sortie. Et aujourd'hui, avec Suunto, on vous propose de mieux comprendre les courbatures grâce à un invité de marque. Salut Vincent, comment ça va? Ça va, je te remercie. Ça va très très bien. Très heureux de discuter, échanger avec toi ce matin. Bah écoute, c'est moi qui suis très heureux de te recevoir parce que déjà je te prends un petit peu de temps juste avant tes vacances, on n'est pas loin de la coupure pédagogique ou voire pendant la coupure pédagogique, donc c'est très sympa de m'accorder du temps pour le podcast et pour partager ton expertise parce que c'est marrant, j'ai demandé à un collègue JB Morin s'il avait quelqu'un à me recommander sur le sujet et il n'a pas hésité une seconde avant de dire il faut absolument que tu discutes avec Vincent Martin sur le sujet. Donc ça me fait très plaisir quand un nom m'est recommandé aussi chaleureusement, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger pour de vrai. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas? Ok, donc Vincent, je suis professeur en fait en physiologie de l'exercice à l'UFR SAPS de Clermont-Ferrand. Donc je travaille depuis assez longtemps sur des questions de fatigue, de récupération, de dommages musculaires en partie. C'est une partie de mon activité de recherche. J'avais fait notamment ma thèse un peu autour de ces questions-là, les problématiques de récupération qui sont des thèmes qu'on va aborder ce matin. Voilà, donc d'une manière générale, je m'intéresse à la façon, au mécanisme de la fatigue, la récupération du système neuromusculaire et puis comment on peut améliorer les choses par des interventions telles que l'entraînement. Et puis, dans mon temps libre, quand j'en ai, je suis passionné de sport d'endurance. Comme tu peux le voir derrière moi, j'ai une grande carte hygiène du coin, là, de la chaîne des Puys et du Sancy. Donc voilà, passionné de VTT, de ski de fond. Et puis, je cours aussi un petit peu, même si je suis pas un grand coureur. La vraie question qu'on peut d'ores et déjà se poser, c'est est-ce que dans le Sancy, il y a assez de dénivelé pour avoir des courbatures ou pas? Et ça, je laisse la question. Bien sûr. Le tout est de multiplier les dénivelés. Voilà, on n'a pas des gros dénivelés, mais on a de la pente. C'est un relief très alpin, contrairement à ce qu'on croit, mais il y a ce qu'il faut. Voilà. Je connais un auditeur qui sera très content d'entendre cette première réponse que tu viens d'apporter. Je te propose de rentrer par déjà de placer un peu des définitions pour être sûr de savoir de quoi on discute et également d'aider les auditeurs à clarifier des termes parce que quand on parle de courbature, c'est peut-être le terme français qu'on utilise, mais on connaît plein d'autres termes qui gravitent autour, les courbatures, les DOMS, Delayed Onset Muscle Damage, si je dis pas de bêtises. Soreness. Ouais, Soreness, pardon. Soreness. Les EIMD, Exercise Induced Muscle Damage. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ces trois termes renvoient à la même chose et qu'est-ce que c'est qu'une courbature, un DOMS, un EIMD? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, même au sein de la littérature scientifique, et je pense que tu en as fait le constat quand tu as lu sur le sujet, en fait, il y a des confusions qui sont faites même parmi les scientifiques, en fait. Donc, une courbature, c'est une douleur qui apparaît
plusieurs jours après un événement. Donc ici, c'est un exercice en fait qui a un caractère un petit peu traumatisant pour le muscle. On en reparlera, je pense. Et en réaction, le muscle, il va se défendre, il va réparer les micro-dommages. C'est des micro-lésions qui interviennent au sein du muscle, ce qu'on appelle les dommages musculaires. Et en réaction, va se déclencher une réaction inflammatoire ou réponse inflammatoire, qui est une réponse tout à fait naturelle de l'organisme. Et ça provoque l'apparition de douleurs 24 à 48 heures après l'exercice. Donc, ce qu'on désigne vraiment par le terme courbature, ce sont ces douleurs. Et le terme en anglais, DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, au sens propre du terme, la traduction littérale, c'est douleur musculaire d'apparition retardée. Donc, ça correspond bien à ce qu'on appelle en français des courbatures, si ce n'est qu'en anglais, il y a cette précision de l'apparition retardée. Et puis, Exercise Induced Muscle Damage, c'est les dommages musculaires induits par l'exercice, littéralement. Et ça, en fait, c'est l'événement initial. Et c'est là qu'il ne faut pas faire la confusion. Il y a un événement initial qui sont des dommages musculaires, ou pour être plus exact, c'est des micro-lésions, parce qu'on n'est pas au stade des déchirures musculaires ou de la blessure musculaire. C'est un phénomène qui est complètement physiologique. Donc, il y a des petites lésions, des micro-lésions. Ensuite, il y a déclenchement d'une réaction inflammatoire qui met du temps à se développer et qui provoque ensuite l'apparition de ces douleurs retardées ou courbatures 24 à 72 heures après. Donc, c'est vraiment deux événements très différents. L'événement initial, le déclencheur, qui sont des dommages musculaires, et des douleurs qui arrivent plus tard. Donc, quand on parle de courbature, on parle plutôt de cette conséquence des micro-lésions. Mais dans la littérature, il y a des gens qui utilisent le terme DOMS pour désigner ces dommages, en fait. Alors je pense que ça, il faudra qu'on en reparle après, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est super intéressant que tu soulèves dès maintenant, c'est qu'il y a déjà une distinction entre la douleur et les dommages, et que c'est pas forcément la même chose. Peut-être que les douleurs sont un bon indicateur, peut-être pas. On va peut-être en reparler par la suite. La question que je voulais te poser là par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que tu as dit que tu pouvais avoir un exercice musculaire qui t'engendrait des dommages musculaires et donc des DOMS. Mais exercice musculaire, c'est quand même large comme famille. On peut faire plein de types d'exercices musculaires. Dans la littérature, il semble quand même, quand j'ai regardé et que j'ai fait ma revue pour la partie 1 de l'épisode, il y a quand même très souvent on met à charge l'excentrique, c'est-à-dire ce moment où on va retenir un mouvement, donc le muscle s'allonge et on ralentit l'allongement. Est-ce que c'est le seul régime de contraction qui peut engendrer des DOMS? Est-ce que le concentrique, une grosse charge en concentrique, si on a uniquement isolé la phase concentrique, elle aussi, elle peut induire des DOMS? En fait, est-ce que tous se valent ou pas? Alors, tous se valent pas. Déjà, un premier bout de réponse, c'est que le meilleur moyen d'engendrer des dommages et par la suite des courbatures, c'est effectivement d'utiliser des contractions excentriques. Ça, c'est une garantie. Il y a une autre garantie qui est un peu moins connue, c'est l'électrostimulation. Quand on fait l'électrostimulation en force, notamment, donc vraiment les séances au seuil de la douleur, là, on a des courbatures. Et moi, d'ailleurs, à titre personnel, c'est les pires courbatures que j'ai eues, d'ailleurs, en électrostimulation par rapport à l'excentrique. Mais après, il y a des vieux travaux, les premiers travaux sur les douleurs et sur ces courbatures, ils ont comparé le concentrique, l'isométrique même, des contractions complètement statiques et l'excentrique. On arrive à induire des petites douleurs même avec de l'isométrique. On peut en induire, comme tu l'as dit, avec une grosse charge en concentrique. Par contre, souvent, c'est vrai que les dommages seront moindres et les douleurs associées seront souvent moindres par rapport à l'excentrique. Voilà. Donc, on va dire que l'excentrique, c'est le régime de contraction qui favorise le plus la survenue de ces dommages et donc ces courbatures. J'avais presque l'impression que dans les études expérimentales que j'ai pu lire là sur le sujet, dès qu'il y a la volonté d'induire des DOMS, le protocole classique, c'est de faire de l'excentrique. Il y en a quand même très peu qui passent par du concentrique. Exactement. Voilà. C'est souvent le concentrique, c'est un peu le contrôle. On va dire la situation contrôle. On dit bon, ça va induire peu de dommages. Mais voilà, comme dans toutes les études scientifiques, on cherche à obtenir un effet. Donc, on va choisir la modalité qui effectivement maximise l'effet. Donc, la meilleure garantie de générer des courbatures, enfin des dommages puis des courbatures, c'est d'utiliser l'excentrique. Voilà. Et on est d'accord, donc pour reprendre et terminer peut-être cette définition, que les DOMS, les courbatures, c'est uniquement un phénomène qui apparaît après l'effort sportif. C'est pas quelque chose qui peut apparaître pendant.
Non, tout à fait, tu as raison. Alors, on peut avoir des douleurs musculaires, pendant l'exercice, ça arrive et n'importe qui fait du trail et ultra en particulier, a vécu ces situations. C'est plus des ce qu'on appelle des myalgies d'effort, donc des douleurs, au moment de l'effort. On peut aussi avoir des douleurs articulaires, on peut avoir des douleurs, ligamentaires et cetera. C'est non, faut pas confondre ça avec de courbatures. Mais c'est vrai que quand on doit décrire ce que sont les courbatures, c'est pas forcément évident en fait. Enfin, c'est comme toute douleur en fait. Et la meilleure preuve, c'est les enfants. Un enfant, ça a très très peu de courbatures par rapport à un adulte. Et donc, ça veut dire qu'un enfant, il va apprendre au cours de l'adolescence à décrire, enfin, il va découvrir et apprendre à décrire ce que sont ces courbatures, qui sont des douleurs qu'il connaissait pas avant en fait. Je suis désolé, je creuse un petit peu juste ce point, mais ça veut dire que du coup, si je me suis pas arrêté, même après par exemple 35 heures de course avec de la descente, ce sera pas encore des courbatures, ce sera peut-être de la myalgie comme tu viens de dire, de la fatigue musculaire, mais c'est pas encore de la courbature parce que le processus de courbature il apparaît une fois qu'on s'est arrêté et que là il y a une réaction qui s'enclenche. Alors là, c'est aussi une bonne question. C'est des discussions, réflexions qu'on a eues dans le passé avec Guillaume Miec, que tu as reçu, je crois, hein, quelques fois. Voilà, Guillaume, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est lui qui m'a formé en fait initialement, et puis il m'a gentiment invité sur ses études sur l'ultra. Donc c'est des réflexions qu'on a eues autour de ces ultras qui durent plusieurs jours en fait, parce que en fait, quand je dis 24 à 48 heures, tu cours un tour des géants, ça veut dire qu'à un moment donné, tu cours sur l'inflammation, tous ces processus sont engagés en fait. Sauf qu'on ne sait pas actuellement quelle interaction il peut y avoir avec le fait de faire un exercice tout au long de la journée. Après, il y a un élément peut-être de réponse sur les courbatures. C'est que ces courbatures, je pense que n'importe qui en a fait l'expérience. Quand on a des courbatures et qu'on se décide quand même à aller s'entraîner, transitoirement, les douleurs vont s'atténuer, voire complètement disparaître, en fait. Si je peux me permettre une petite explication théorique, c'est une théorie qu'on appelle la théorie du portillon. En gros, c'est le fait que le système nerveux, il peut pas traiter toutes les informations qu'il reçoit. Donc, il traite des informations liées au mouvement, des informations dites proprioceptives, et puis il doit aussi traiter des informations douloureuses qu'on dit nociceptives, en fait. Et la capacité de traitement est limitée. En gros, c'est un entonnoir. Là, on parle de la théorie du portillon. En gros, l'exemple que je prends souvent auprès des étudiants, c'est tu lances une course, le départ d'une course, et puis tu dois faire passer tous les coureurs par un portillon. Il y en a que quelques-uns qui vont passer. Ça, c'est comme un entonnoir. Le débit va se réduire. Et donc, quand on a des courbatures et qu'on fait de l'exercice, le système nerveux, il va choisir de traiter en priorité les informations liées au mouvement, dans la mesure où les informations douloureuses sont pas prioritaires, parce que c'est pas lié à une blessure. En fait, il y a pas de risque de mise en danger de l'organisme. Donc, il priorise le traitement des infos liées au mouvement. Et puis, une fois que le mouvement s'arrête, les courbatures, elles vont revenir doucement mais sûrement. Voilà, et on retrouve des courbatures. Donc, on peut penser que pendant un ultra, s'il n'y a pas j'exclus complètement la blessure, qui est un phénomène différent. En théorie, on ne doit pas avoir des grosses courbatures, des grosses sensations de courbatures. Après, j'ai jamais couru le Tour des Géants, donc je peux pas te le dire. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire là, parce que déjà, ça répond à une question qu'on va peut-être aborder dans la partie récupération à la fin de notre échange, où souvent il y a cette idée de faire de la récup active ou d'aller courir par exemple, et que ça permet d'avoir un petit peu moins de douleur, mais c'est peut-être pas forcément une méthode de soin, c'est juste une méthode, avec le terme que tu as utilisé, qui transitoirement te soulage, mais ça ne veut pas dire que ça a amélioré ton processus de récupération de manière générale. Moi, il y a un papier là que j'ai lu dans la revue de littérature que j'ai fait, celui de Chung et al. En 2003, si je dis pas de bêtises, qui est une revue de littérature sur qu'est-ce que c'est que les courbatures. Et je trouvais ça intéressant parce qu'ils avaient replacé le contexte en mettant en avant qu'il y avait quand même 3-4 théories actuellement qui étaient là pour expliquer les courbatures. Ils parlaient de la théorie structurelle, à savoir que les courbatures seraient des lésions des lignes Z. J'ai essayé d'expliquer dans la partie 1 ce que c'est que les lignes Z, mais tu seras libre de vouloir clarifier si tu veux. Ça pouvait être également, théorie 2, des lésions au niveau du tissu conjonctif, donc un espèce de tissu qui englobe le muscle. Ça pouvait être qu'il y avait la théorie de l'inflammation et qu'il y avait également la théorie enzymatique.
Et il y en a qui disent, il y a des auteurs qui disent que c'est une cascade entre tout ça, que tout est vrai et que globalement, les lésions structurelles entraînent des réponses inflammatoires, qui entraînent des réponses enzymatiques et qui font que ça fait tout un grand bazar qui génère des douleurs. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu là-dedans, est-ce que ces 4 théories sont soutenues? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus crédibles que d'autres aujourd'hui? Ou est-ce qu'on en est avec ces approches de qu'est-ce qui génère des courbatures, enfin qu'est-ce qui génère plutôt les douleurs des courbatures? Alors, je vais commencer par la conclusion. Le fait que ce soit une cascade de mécanismes qui génèrent au final des courbatures, c'est la bonne réponse en fait. On revient en fait à la définition qu'on a précisée tout à l'heure. Hein. L'événement initial, c'est des dommages musculaires, c'est une lésion des tissus en fait. Encore une fois, des micro-lésions puisqu'ils sont d'ordre physiologique, il y a rien de pathologique là-dedans. Et effectivement, si l'excentrique, pour revenir à la question sur quel mode de contraction peut induire des courbatures quelques jours après, si l'excentrique marche très bien, c'est parce que l'excentrique, il génère, comme tu l'as dit, des contraintes importantes sur les fibres musculaires. Et nos fibres musculaires, elles sont organisées, comme tu l'as expliqué dans la partie 1, en sarcomères, en fait. Hein. C'est l'unité contractile du muscle. C'est ce qu'on considère comme la partie qui est responsable de la contraction musculaire. C'est une organisation géométrique bien précise. Quand on regarde ça sous un microscope, c'est très joli, très organisé. Sauf que ces structures, il lui faut une architecture, en fait. Il faut qu'elle soit bien structurée, bien maintenue en place. Et cette architecture, elle est faite de petites protéines. C'est les protéines du cytosquelette. Donc, c'est le squelette de la cellule, en fait. Hein. C'est une sorte d'échafaudage ou d'architecture qui soutient ces sarcomères et donc les fibres. Et en fait, quand on va faire de l'excentrique, nos fibres, elles vont s'étirer, en fait. Et puis, ça peut casser, en fait, ces petites protéines du cytosquelette. Donc, ça veut dire que transitoirement, on a des petites lésions. Ça va déstabiliser l'ensemble. Et puis, là, on a en fait une situation de dommage initial, en fait. Et dans la littérature, on désigne des dommages initiaux, des dommages retardés. Donc, l'événement, là, il est plutôt mécanique. En tout cas, parmi les événements qui favorisent ces micro-lésions, il y a l'excentrique, des grosses contraintes et notamment l'étirement. Il y a aussi la notion de longueur musculaire. On y reviendra, en fait. Ce qui favorise vraiment la survenue de ces lésions, c'est que le muscle soit très étiré, soit à grande longueur musculaire, en fait. Parce qu'il est très instable dans cette position. Donc là, on casse le cytosquelette ou des éléments du cytosquelette, c'est l'événement initial. Puis derrière, le corps, effectivement, il va enclencher un début de réaction inflammatoire. Je reviens un petit peu en arrière, je parlais que des fibres, tu as parlé du tissu conjonctif. Tissu conjonctif, c'est du tissu de soutien, en fait, également. Donc, c'est fait de collagène. Donc, du tissu de soutien, on en a partout dans notre corps. On en a dans la peau, on en a dans les structures cellulaires. Les cheveux, les ongles sont faits de collagène, etc. Donc, nos muscles, ils ont aussi des enveloppes musculaires. Nos fibres ont des enveloppes. Tout ça est fait de collagène. Ça peut casser également. Voilà, ça peut se déchirer. Encore une fois, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue à une échelle toute petite de micro-lésions. Donc, on a ces dommages initiaux au cytosquelette et éventuellement au tissu conjonctif. Derrière, le système, il va commencer à enclencher une réaction inflammatoire. Donc, il y a des cellules immunitaires qui sont sur place, qui vont engager une réaction, qui vont en appeler d'autres grâce à des messagers chimiques. Et puis, tout ça va se mettre en branle. Puis, ça va prendre de l'amplitude. Et effectivement, au passage, on va commencer à avoir une cellule, une fibre musculaire qui devient un peu plus perméable. Donc, il y a des éléments qui vont rentrer, il y a des éléments qui vont sortir. Et puis, ça peut déclencher, en fait, des dommages secondaires. Et en fait, il faut savoir que la réaction inflammatoire en elle-même, elle aggrave les dommages, en fait. Parce que on a, si vous vous souvenez du dessin animé Il était une fois la vie, on a les petits casques blancs, là, qui sont les cellules immunitaires qui viennent réparer, en fait, les lésions. Et en fait, quand ils viennent réparer, donc ces cellules immunitaires spécialisées, ce qu'on appelle les macrophages, ils vont détruire déjà ce qui est lésé. Ils vont éliminer ce qui est lésé. Sauf que c'est pas des cellules de grande précision. Et des fois, elles détruisent des choses autour qui n'étaient pas détruites, lésées au départ. Elles génèrent aussi un gros stress oxydant. Je pense que vous avez déjà parlé peut-être de stress oxydant dans ce podcast ou vous aurez l'occasion de le faire. Voilà, donc c'est des événements cellulaires qui accélèrent le vieillissement des cellules. Donc tout ça fait que nos cellules immunitaires, elles vont aggraver les dommages. Ça, c'est les dommages retardés.
Et une fois qu'on a cette inflammation, eh ben, on a des douleurs, en fait. Donc, toutes ces théories, elles sont vraies, en fait, sauf qu'une seule théorie ne peut pas expliquer l'ensemble des phénomènes. C'est une cascade de phénomènes, des dommages initiaux, ensuite des dommages retardés dus à la réaction inflammatoire, et la conséquence, le symptôme, c'est des douleurs. Du coup, première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'avec ce que tu viens de nous raconter, le terme, après de l'excentrique, le terme on casse de la fibre, bah, il serait pas correct parce qu'on n'a pas cassé de fibre musculaire. Par contre, si on voudrait être précis, on pourrait dire qu'on casse du sarcomère. Ça, ce serait déjà un peu plus précis. Ouais, voire on casse du cytosquelette, voilà. Mais voilà, l'expression de terrain, je la connais, je l'utilise moi-même à tort. Mais ouais, on casse effectivement ou on microlèse du cytosquelette si vraiment on veut briller en société. Ça marche. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a amené une question immédiatement que je voudrais te poser. Tu as dit que la longueur musculaire, elle était plus à risque parce que du coup, au plus dans la situation de l'excentrique, au plus le muscle va être étiré, au plus les tensions vont être fortes, donc au plus ça va léser. Et au plus le muscle il va être moins étiré, ça va moins léser. Du coup, est-ce que si je transfère ça au terrain, des personnes qui vont avoir des grandes foulées de grande amplitude, avec du coup des muscles qui vont être plus étirés au moment de l'impact, comparativement à des personnes qui ont des plus petites foulées, est-ce que ces personnes-là avec des grandes foulées sont plus à risque d'avoir des courbatures prononcées après de la descente que des personnes qui ont des petites foulées? Alors, une réponse théorique et une réponse pratique. On pourrait penser que oui, sauf que en fait, on n'est pas tous égaux devant les courbatures. Et quand tu fais une grande foulée, en gros, tu vas avoir un impact au sol qui va être un peu plus important. Donc, on pourrait penser que derrière, il y aura une amplitude d'étirement suite à l'impact qui va être plus grande, sauf que ça dépend de ton niveau de force, en fait. Si tu es bien préparé, que tu t'es bien préparé en descente, et éventuellement avec des compléments en musculation, tu as un niveau de force important qui te permet de limiter cet étirement, en fait. Et donc, tu n'auras pas de problème. Donc, ça dépend de la façon dont tu cours, du niveau de préparation. Et puis, en fait, génétiquement, il y a des gens, et ça c'est prouvé, il y a des gens qui sont plus susceptibles aux dommages musculaires que d'autres, en fait, et donc aux courbatures. Donc ça, voilà, on peut pas choisir. Malheureusement, c'est déterminé. Alors par contre, une conséquence de terrain pour peut-être apporter un complément à ta question initiale, ça serait plutôt sur la façon dont on s'entraîne en descente. Et si on s'entraîne sur des parcours en montagne avec des gros blocs où là, on n'a pas le choix que de faire des grandes amplitudes musculaires pour absorber les chocs parce qu'il y a des gros blocs à descendre. Là, oui, on va aller sur des grandes longueurs musculaires. Moi, j'ai un souvenir, j'ai commencé ma carrière en région parisienne et je faisais, comme tous les coureurs locaux, le parcours des 25 bosses, en fait, en forêt de Fontainebleau. Et c'est l'exemple typique pour pour tes abonnés qui sont de région parisienne, qui comprendront, qui connaissent ce parcours. C'est l'exemple typique de parcours où on peut avoir des courbatures énormes. Le dénivelé total est pas monstrueux. Par contre, c'est beaucoup de blocs à monter et surtout à descendre. Et donc, on va faire des sauts en contrebas, etc. Là, on a des grandes longueurs musculaires. Et là, on a des bonnes courbatures. Alors déjà, ce que tu as dit sur les différences interindividuelles, ça me rappelle un épisode que j'ai enregistré avec Thibaut Besson. Il me semble que déjà les femmes sont moins à risque de dommages musculaires ou une prédisposition à plus résister aux dommages musculaires que les hommes. Donc ça voudrait dire que les femmes auraient moins de courbatures en moyenne que les hommes. Tu me corrigeras si t'es pas d'accord, mais j'ai l'impression que tu l'es. Et est-ce qu'on sait d'autres raisons qui expliquent ces différences interindividuelles entre des gens qui vont avoir beaucoup de courbatures et des gens qui vont en avoir pas beaucoup, ou c'est un peu flou pour l'instant? Alors, sur la question des femmes, tu as complètement raison, effectivement. Et on pense actuellement que c'est dû au rôle des tendons, en fait. Parce que quand le muscle il est tiré, on pense toujours au muscle, mais sauf que le muscle il est attaché aux os et au squelette par des tendons. Et le tendon, c'est un très bon amortisseur, en fait. Il est capable de s'étirer pas mal. Et il y a des papiers là-dessus qui parlent de tampons mécaniques, en gros, et notamment pour expliquer également les faibles dommages musculaires et faibles courbatures chez les enfants et chez les femmes. On pense que parce que le tendon est un peu plus souple, on dit compliant en termes scientifiques, et un peu plus étirable, eh bien, il est capable d'absorber une partie de l'étirement. Et tout ce qu'il absorbe, ça protège le muscle, puisque c'est pas le muscle qui aura absorbé cet étirement, en fait. Donc, ça va protéger le cytosquelette. Donc, oui, les femmes, en moyenne, sont un peu moins, sujettes
aux dommages musculaires et donc potentiellement aux douleurs. Après, sur les différences interindividuelles, c'est un petit peu flou. Alors, il y a peut-être un deuxième morceau d'explication, c'est la typologie musculaire, en fait. Toutes les fibres musculaires, donc on n'a pas tous la même typologie musculaire, hein, c'est-à-dire que nos muscles, pour dire les choses simplement, sont composés de fibres rapides et de fibres lentes. Et au sein d'une fibre, tous les sarcomères n'ont pas tout à fait la même longueur, en fait. Et il y a des études qui ont montré que déjà une fibre rapide, elle est un peu plus sensible aux dommages que une fibre lente. Et l'explication, c'est que en moyenne, les sarcomères dans les fibres rapides, ils sont plus grands. En fait, ils ont une plus grande longueur de base. Alors, quand on apprend ça à nos étudiants, on dit qu'ils ont une longueur fixe. C'est faux, en fait. Ils ont une longueur variable. Et donc, les sarcomères des fibres rapides sont en moyenne plus grands. Et ce qui fait que quand on fait de l'excentrique, qu'on les étire, eh bien, ils vont plus rapidement se retrouver à des longueurs qui les met à risque de léser le cytosquelette, en fait. Et même au sein d'une fibre, même si je prends une fibre lente, tu disais tout à l'heure, on casse la fibre. Non, on casse du sarcomère, du cytosquelette, et on n'en casse que certains, en fait. C'est pas tous les sarcomères qui sont abîmés, c'est les plus fragiles. Et souvent, les plus fragiles, c'est ceux qui sont à la plus grande longueur musculaire. On n'est jamais plus fort que son maillon le plus faible. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça. C'est voilà. ça. Et c'est une très bonne image, d'ailleurs. Voilà, c'est les maillons faibles qui sont très, très, très grands, en fait, et prêts à casser. Juste ce que tu dis là, je me permets une mini parenthèse qui va sortir des courbatures, mais ce que tu dis là, c'est ultra intéressant juste pour de la performance pure en ultra, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont avoir plus de courbatures, mais c'est également des personnes qui vont avoir plus de dommages musculaires réels, parce que la douleur, elle vient des dommages musculaires. Et si tu as des dommages musculaires pendant une course, tu vas forcément être obligé de ralentir, tu vas pouvoir développer moins de force, et donc je pense que ce que tu viens de dire là, il y a typiquement un parallèle qui est faisable entre, ok, les courbatures qui nous intéressent aujourd'hui, mais d'un point de vue purement performance sur une course, ça veut dire que tu vas avoir plus de dommages musculaires, par exemple, si tu as beaucoup de fibres de type 2. Et donc, tu vas peut-être, au final, sur un grand ultra, être obligé de plus ralentir que quelqu'un qui a plus de fibres de type 1. Ouais, alors, malheureusement, pas forcément. Parce que tout à l'heure, en tout début, on a dit qu'il y avait une confusion entre courbature et dommages, parce que on a souvent utilisé la mesure des courbatures, parce que c'est simple à mesurer, pour estimer les dommages, qui eux sont très compliqués à mesurer. Et malheureusement, il n'y a pas de corrélation, on y reviendra, je pense, quand on parlera de récupération, il n'y a pas une bonne corrélation entre douleur importante et dommages importants. On fait souvent le raccourci, moi-même je l'ai fait depuis le début du podcast à plusieurs reprises. Je me suis dit, faudra que je précise à un moment donné, ça c'est une idée à retenir, c'est pas parce que j'ai des courbatures monstrueuses que j'ai des dommages monstrueux. Voilà, et malheureusement, il n'y a pas de corrélation. Après, sur typologie et perf, et voilà, par rapport à ta question, on peut avoir, globalement, les coureurs d'ultra, normalement, ont plutôt des typologies lentes, en moyenne, mais les études qu'a fait Guillaume, notamment en laboratoire, il fait une étude de 24 heures, on avait des biopsies de coureurs, et on montre que pour une même perf, on peut avoir, c'était le cas en cette étude, j'ai souvenir de 2 individus, dont Guillaume qui avait été participant à son étude. Guillaume, c'est plutôt 80-90% de fibres lentes, et je me souviens d'un coureur breton qui lui était à 50-50, 50% de fibres lentes, 50% de fibres rapides, et qui sur 24 heures avait fait la même performance qu'un autre individu, donc Guillaume en l'occurrence, qui avait une typologie très très lente. Donc c'est pas si simple que ça, malheureusement. Mais oui, on peut penser que si tu es bien préparé, que tu as une typologie lente, normalement, tu es un peu plus protégé des dommages. Tout ce que tu viens de dire, ça me permet de sauter sur une partie que je voulais aborder avec toi qui concerne votre méta-analyse de 2022, où vous avez fait plein de mesures, plein d'analyses sur après avoir induit, ou sur des études, parce que c'est une méta-analyse, donc c'est pas vous qui avez induit directement les dommages, mais vous avez regroupé des études qui ont induit des dommages musculaires. Et vous avez regardé l'ampleur des dommages, le temps de récupération, des marqueurs inflammatoires, plein de choses. Et justement, vous disiez ça à un endroit, vous disiez qu'en fait, la douleur ne semblait pas être le meilleur reflet de l'ampleur des dommages musculaires. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pourquoi ça? Alors, j'ai l'impression qu'une partie de la réponse, c'est parce que les douleurs, elles viennent de l'œdème, et que du coup, l'œdème, c'est peut-être pas un bon marqueur des dommages. Et si la douleur est pas un bon marqueur de l'ampleur des dommages, qu'est-ce qui peut l'être? La perte de force? Comment on peut savoir à quel point est-ce qu'on a réellement endommagé notre muscle?
Alors là, on met le doigt dans on ouvre une boîte de Pandore. Ouais, c'est des débats qui existent depuis 50 ans maintenant, 50 ans. Hein. Les premiers travaux sur l'excentrique, c'était dans les années 70 aux États-Unis. Et donc, ouais, c'est une vaste question. Le meilleur moyen de mesurer des dommages, c'est d'aller prélever un bout de muscle, en fait. Hein. C'est de faire une biopsie et puis de regarder s'il y a des fibres qui sont endommagées. Sauf que ça, c'est pas possible. Même dans des études scientifiques, c'est très difficile à faire. Donc, de tout temps, en fait, la recherche scientifique, elle a cherché des indicateurs indirects de ce qui pouvait représenter les dommages. Et donc cette méta-analyse là que tu cites, qui a été écrite par Émeric Chalchat, elle cherche à décrire quels sont les meilleurs indicateurs indirects de dommages. Et ce qui semble, en tout cas nous dans notre champ, dans le champ de l'exercice, qui semble être le meilleur marqueur de l'amplitude des dommages, c'est la perte de force en fait. Et c'est pourquoi c'est le meilleur marqueur? Parce que ça suit globalement bien la récupération, parce que un des problèmes des courbatures, c'est qu'en fait elles disparaissent bien souvent avant qu'on ait totalement récupéré, avant que le muscle ait totalement récupéré. Et ça, c'est un point important sur le terrain, parce qu'on se dit souvent « Ah, j'ai plus de douleur, je peux reprendre mon entraînement normal », alors qu'en fait, les douleurs sont toujours là. Caroline Nicole, une collègue de Marseille, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces dommages musculaires, elle a fait une étude intéressante, alors ça sort un peu du champ du trail, sur des gens qui vont faire une semaine de ski alpin, en fait, en février. Ça, c'est un très bon modèle de dommages musculaires, parce que t'as des gens qui font pas de sport de l'année, qui d'un coup vont aller faire 7 heures de ski par jour, en mangeant gras le soir, alcoolisés, en dormant peu. Et ils font ça pendant 6 jours, en fait. Tu leur proposerais la même chose entre elles, ils te diraient, non, mais t'es fou, moi, je suis pas sportif, en fait. Et le ski était une activité, ski alpin, où il y a beaucoup de contractions excentriques. Et donc, c'est-à-dire que ces gens, ils ont des courbatures. Et elle a fait une étude sur des gens qui partent au ski une semaine, 15 jours. Et on montre bien que ces gens, à un moment donné, ils ont plus de courbatures ou très peu, alors qu'en fait, musculairement, d'un point de vue de la production de force, ils sont relativement faibles, ils n'ont pas récupéré, en fait. Donc, d'un point de vue, nous, de l'entraînement sportif, le meilleur marqueur de ces événements, de leurs conséquences, on va dire, ça serait plutôt la perte de force. Et du coup, alors je me permets encore un raccourci, mais s'il est faux, tu me corrigeras. J'ai pas de souci à dire des conneries. De temps en temps, ça m'arrive dans les podcasts, peut-être trop souvent. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas dire que le moment où tu as récupéré musculairement de tes dommages réellement, c'est pas le moment où tu te sens capable de repartir courir, mais c'est le moment où tu te sens capable de refaire une séance de muscu? Parce que là, du coup, il y en a un qui va vraiment solliciter de la force, alors que l'autre, quand même moins. Éventuellement, ouais, on pourrait dire ça. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on est capable subjectivement d'estimer notre capacité à? Alors on peut se dire que oui, on se connaît bien. Si on se sent dans les faire une séance de muscu, c'est qu'on se sent peut-être fort, en tout cas en possession de nos moyens d'un point de vue musculaire, oui. Donc c'est sans doute c'est pas une bêtise du coup. Sans doute un bon indicateur de terrain. J'ai l'impression que tu vas le sentir pendant l'échauffement, hein. C'est-à-dire que c'est rare que tu arrives sur une séance où tu vas faire des squats à RM3 et que tu commences par ton RM3, généralement tu te chauffes un peu et peut-être que là tu vas sentir que oula, aujourd'hui en fait ça va pas passer. Oui, bien sûr. C'est peut-être ça l'histoire, mais en tout cas je trouve ce petit tips un peu intéressant. Je me sens vraiment bien, je reprends, est-ce que je peux le faire? Et pendant l'échauffement, en fait, si je mobilise avec de la force, je me rends compte que ça passe pas, donc mon muscle a peut-être pas récupéré. Voilà, mais spontanément, et c'est un cheval de bataille là, cette collègue Caroline Nicole, qui répète souvent ça. On a souvent tendance à se fier à nos sensations et en priorité aux douleurs, parce que c'est une sensation qui est inhabituelle. Donc attention à la disparition des courbatures. Ça ne signifie pas qu'on a complètement récupéré, en fait. Caroline Nicole, que je dois normalement recevoir dans le podcast un peu plus tard, où on va parler de la récupération biphasique, le fait que la récupération se ferait en 2 phases distinctes. Donc je tease un peu les auditeurs, mais c'est prévu d'avoir un épisode avec elle et une doctorante avec qui elle travaille. Parfait. Bon, j'espère qu'il vous a plu ce petit teasing. Et avant de continuer l'épisode, j'aimerais vous parler de Wise, partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Wise, c'est un équipementier spécialisé dans le matériel de trail et d'ultra, avec aux manettes des passionnés et pratiquants qui cherchent chaque jour à développer des produits innovants, durables, fiables, qui répondent à nos besoins sur les sentiers.
Comme les ultras, c'est un bon contexte pour faire apparaître des courbatures, j'ai directement pensé à leur short Sherpa Max qui propose 1,8 litres de portage pour 120 grammes. C'est un produit que j'adore parce qu'avec ses 6 poches de différents volumes dont 2 sur les cuisses, il peut se suffire à lui-même ce short ou compléter un sac pour les aventures les plus longues. Pour découvrir ce Sherpa Max, je vous invite à utiliser le lien en description de l'épisode. Et maintenant, revenons à mon échange avec Vincent, car j'ai encore quelques questions sur sa méta-analyse de 2022. Vous avez aussi montré dans cette méta-analyse que quand même, au plus l'inflammation est grande, au plus la récupération sera longue. Et également, au plus l'apparition des douleurs est retardée, au plus la récupération sera longue. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire? Et ça veut dire que si je fais une grosse séance de descente, mais que j'ai pas mal de suite, c'est mauvais signe parce que ça veut dire que je vais avoir très mal plus tard? Ouais, alors ces méta-analyses, c'est des analyses d'études existantes, donc ça décrit un comportement moyen. Donc effectivement, c'est une conclusion qu'on tire. Après, à titre individuel, encore une fois, il y a tellement de variations, de différences interindividuelles que faut pas s'inquiéter si j'ai pas de douleur pendant 2 jours, se dire oula, je vais prendre la foudre après, je vais avoir des grosses courbatures et je vais avoir du mal à récupérer. Par contre, voilà, ce qui est certain, c'est que une grosse inflammation en général va induire une récupération qui est relativement longue. Là, globalement, on s'intéresse aux quadriceps souvent et aux mollets éventuellement, je use des mollets quand on est coureur. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur des muscles nettement moins entraînés qui sont les biceps. En fait, un biceps brachial fléchisseur du coude, c'est des muscles qui sont pas habitués à faire d'excentrique ou très peu. Du coup, c'est très utilisé dans la recherche scientifique. Et là, on peut avoir des douleurs intenses, des œdèmes intenses. Moi, j'ai déjà vu des coudes qui disparaissaient sous des œdèmes tellement il y a fait le gonflement. On perd de l'amplitude musculaire et puis on peut mettre 15 jours à récupérer. Sur un quadriceps, on voit jamais ça. Quadriceps, ça va être quelques jours. Par contre, une chose à ne pas faire, et je pense que c'est peut-être un point qu'il faut souligner, que tu as déjà dû aborder avec Guillaume, surtout pas aller vers la prise d'anti-inflammatoire pour se dire « Ah, je vais récupérer plus vite ». Voilà. C'est un processus naturel, cette inflammation, faut laisser faire. Et puis les anti-inflammatoires, je pense que Guillaume a déjà soulevé le point, c'est des risques importants pour la fonction rénale. C'est réservé vraiment aux situations pathologiques où l'inflammation devient complètement... on parle de flambée inflammatoire complètement incontrôlée. Nous, dans le cadre de l'exercice, on n'est pas là-dedans, en fait. Il y a très peu de cas où on a des dommages massifs. Alors, ça existe, ça s'appelle la rhabdomyolyse. Il y a quelques cas cliniques qui sont décrits, mais c'est très rare. Et voilà. Donc, nous, on n'est pas là-dedans. On est sur une inflammation normale, physiologique. Donc, faut pas lutter contre. Faut laisser faire. Je reprends les propos de, j'ai oublié son prénom, mais Vautier, qui a participé à l'Ultra Trail scientifique de Clécy, qui disait « Ne prenez pas d'anti-inflammatoire, ni avant, ni pendant, ni après un trail, un ultra, un entraînement. Il n'y a aucune raison. Et en plus de ça, dans ces contextes-là, c'est ce que tu viens de dire. S'il y a de l'inflammation, elle est normale, elle est naturelle, on en a besoin pour récupérer. Donc, tout pousse à ne pas prendre d'anti-inflammatoire. Et lui, il étendait aux antidouleurs parce qu'il disait que pareil, ça va masquer, mais je pense que le plus gros problème, c'est là ce qu'on vient de dire, c'est l'anti-inflammatoire, même si les antidouleurs, je suis pas du tout en train de les prôner. Mais l'anti-inflammatoire va bloquer les processus d'inflammation, et là, dans le cas présent, c'est problématique. J'aimerais parler avec toi un petit peu, si tu es OK, de ce qu'on appelle l'effet protecteur, qui est en réponse aux dommages musculaires. Alors, j'en ai un peu parlé l'an dernier avec Bastien Bontemps dans l'épisode sur les descentes, mais il y avait quand même une ou deux questions qu'on n'avait pas abordées, et je me suis dit que ce serait peut-être le moment de les traiter avec toi. Déjà, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est que l'effet protecteur pour les auditeurs qui peut-être sont pas au fait de ça? Oui. Alors l'effet protecteur, c'était décrit dans la littérature scientifique à partir d'un modèle simple. On fait un premier exercice qui induit des dommages musculaires et donc quelques jours plus tard des courbatures. Donc souvent en exercice excentrique, comme on l'a dit en introduction. Et puis on répète ce même exercice après récupération complète, donc souvent 2 semaines après. Et puis on s'aperçoit que 2 semaines après, eh bien cet exercice, parfois il induit une perte de force moindre, c'est pas toujours le cas, mais dans tous les cas la récupération est plus rapide et les symptômes sont moins importants. Voilà. Et parmi les symptômes, on a ces courbatures en fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux avoir moins de courbatures, moins de conséquences néfastes d'une séance en descente, il faut que je traite le mal par le mal et que je m'entraîne en descente. La première va faire mal, la deuxième fera un peu moins mal, la troisième un peu moins mal, etc. Donc, entraînement en descente et ou
entraînement, musculation avec une composante excentrique. Est-ce qu'on sait quel est le mécanisme d'action principal de l'effet protecteur? Parce que du coup, j'imagine que les micro-lésions... Ah bah non, c'est peut-être ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les maillons faibles des sarcomères ont pété, et du coup, ils ont repoussé plus fort, et est-ce que c'est ça le mécanisme principal de l'effet protecteur? Alors, c'est comme pour le mécanisme des courbatures, il y a plusieurs théories, en fait. Sans doute aucune qui explique complètement les choses. Globalement, il y a une théorie sur le niveau musculaire, une théorie sur le niveau conjonctif, une théorie sur le côté inflammatoire et une théorie sur le côté nerveux. J'ai essayé de les balayer rapidement. La première, sur le côté musculaire, les sarcomères. Il y a des études qui ont été montrées, qui ont été faites chez l'animal, et puis ça a été plus difficilement montré chez l'homme, mais on dit qu'en tout cas ça va dans le même sens. Tout à l'heure, on parlait effectivement de ces sarcomères. Les maillons faibles vont casser. Et en fait, quand on fait de l'excentrique, eh bien, on va rajouter des sarcomères. En gros, faut imaginer que les sarcomères, ils sont en série dans le muscle. Donc, si dans un muscle, on a 100 sarcomères, que j'en casse un et que suite à la réparation par les processus inflammatoires, je me retrouve avec 102 sarcomères ou 104 sarcomères et que la longueur muscle-tendon n'a pas changé, bah, ça veut dire qu'en fait, chaque sarcomère, il sera à une longueur un peu plus courte. Donc, en fait, ils sont un peu moins en position de faiblesse parce qu'ils sont un peu plus raccourcis, parce que j'en ai un peu plus en série dans une même longueur qui, elle, est à peu près fixe, en fait. Pour dire les choses simplement, hein, je prends des raccourcis, mais c'est ça. Donc ça, c'est une des premières théories, c'est qu'en fait, je vais rajouter des sarcomères. Donc, au final, chaque sarcomère, il sera un peu plus raccourci et il sera un peu moins en position de faiblesse, effectivement. Il sera un peu moins maillon faible, pour reprendre ta très bonne image. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le tissu conjonctif. On a dit tout à l'heure qu'il pouvait s'endommager. Eh bien, il peut se renforcer. Voilà, donc on parlait d'Aymeric Chalchat tout à l'heure, dans le cadre de sa thèse, il a montré que l'ensemble muscle-tendon, il était un peu plus raide 15 jours après un premier événement traumatisant pour le muscle. Avant l'exercice, le muscle est un petit peu plus raide. Donc, ça veut dire qu'il pourra plus facilement résister aux contractions excentriques, aux étirements générés par les contractions excentriques. Donc, ça, c'est la deuxième explication. Mais en gros, on a du tissu de soutien qui résiste un peu plus. La théorie inflammatoire, c'est une inflammation qui est un peu moins marquée, mais souvent, c'est la conséquence de dommages un peu moins marqués. C'est la conséquence des deux premières théories, donc c'est un peu difficile de les dissocier. Et puis la quatrième, alors elle est intéressante parce que c'est aussi une théorie sur les dommages. Hein. C'est le nerveux, en fait, l'hypothèse nerveux. L'excentrique, il a une particularité, c'est qu'on développe beaucoup de force en excentrique, mais on développe beaucoup de force avec un niveau d'activation des muscles qui est plus faible qu'en isométrie ou qu'en concentrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre une plus forte contrainte sur un nombre plus restreint d'unités motrices ou de fibres musculaires, pour parler simplement. Donc ça veut dire que chaque fibre musculaire, finalement, elle subit une contrainte importante. Et donc dans l'effet protecteur, il y a l'idée qu'on va augmenter notre niveau d'activation, en gros, pour distribuer la contrainte sur un peu plus de fibres, pour partager le travail, en fait. Voilà. Ok, c'est super clair ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on sait globalement combien de temps il dure, cet effet protecteur? Est-ce qu'on l'entretient? Est-ce que, par exemple, la première, comme tu vas dire, la première descente excentrique va être douloureuse, et après, du moment qu'on continue à faire des descentes en excentrique, des descentes par exemple en trail, on va entretenir cet effet protecteur, ou est-ce qu'il va quand même un peu s'amoindrir par rapport au volume, par exemple, de la première fois qu'on a déclenché l'effet? Alors, on a des vieux travaux qui sont intéressés à la durée de l'exercice excentrique, et je pense que c'est une très vieille étude, la première sans doute, en tout cas sur les quadriceps. Il n'y en a pas tant que ça en fait sur les quadriceps, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est une étude qui a 40 ans. Et dans cette étude, il montrait que globalement ça durait 6 semaines, l'effet protecteur. Alors après, attention, souvent dans ces études aussi, pour être sûr de générer des courbatures, on prend des gens peu habitués à l'exercice. Et on prend des gens qui sont sédentaires ou très peu sportifs. Voilà, c'est aussi, pour revenir, c'est quelque chose que j'aurais dû évoquer tout à l'heure, dans les facteurs qui favorisent, et tu l'as écrit, je crois, dans ton article,
qui favorise les dommages et aussi le caractère inhabituel de l'exercice et le niveau d'entraînement. Donc, dans cette étude, je m'en souviens pas exactement, mais je pense que c'était des gens peu sportifs ou sédentaires. Chez eux, l'effet protecteur durait 6 semaines. Si tu es un peu plus entraîné, il y a des chances qu'il dure un peu moins. Maintenant, si tu t'entraînes régulièrement, tu t'entraînes pas une fois toutes les 6 semaines ou une fois toutes les 4 semaines. Donc on va dire qu'un petit rappel tous les 2-3 semaines, si vraiment on veut mettre un focus sur l'excentrique, et ce serait quelque chose de raisonnable. Après, sur d'autres groupes musculaires comme les fléchisseurs du coude, dont on se sert très peu en trail, à part pour boire un coup, là on a des effets protecteurs monstrueux qui peuvent durer 6 mois en fait. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le modèle qui nous intéresse ici. Et certainement la question qui m'intéresse le plus et sur laquelle je me questionne le plus aujourd'hui en tant que, cette fois-ci, je mets plutôt ma casquette d'entraîneur. Est-ce que l'effet protecteur, il est spécifique, on va dire, à la vitesse à laquelle on a sollicité la fibre? Donc typiquement, si je descends vite ou si je descends doucement, ou est-ce que il n'est pas spécifique? Et dans ce cas-là, en fait, il y a on peut optimiser le temps qu'on passe avec des descentes, c'est-à-dire je fais une descente de 1000 mètres ou de 2000 mètres très rapide, donc avec des étirements qui sont à de très hautes vitesses et avec des longueurs musculaires qui sont très élevées. Et ça va me protéger pour des descentes plus lentes, mais de plus gros volume. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, elle est claire. T'as employé le terme spécificité. Il y a une légère spécificité à la vitesse. Ça, c'est certain. Il y a quelques études là-dessus qui montrent que tu as un effet protecteur qui peut être spécifique à la vitesse. Par contre, c'est pas le facteur majeur qui conditionne l'amplitude de l'effet protecteur. Le facteur majeur, ça va être la longueur à laquelle tu vas travailler, en fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est grande longueur musculaire. Et en général, j'ai généré des dommages un peu plus importants et derrière un effet protecteur beaucoup plus important et le volume d'exercice, en fait. Et si je mets tout ça à part, oui, je peux trouver un effet de la spécificité. Maintenant, c'est pas le facteur majeur. Si je mets tout ça ensemble, il participera, mais ce sera pas le facteur majeur. Voilà. Donc après, comme dans toutes les situations d'entraînement, en fait, il faut balayer tout ça. Il faut balayer. On sait que sur un trail, on va avoir différents types de descentes, plus ou moins techniques, la pente différente, de l'obstacle, du bloc, etc. Faut essayer de tout balayer. Et si je veux continuer à entretenir cet effet protecteur, il faut que je propose des choses qui soient nouvelles en l'entraînement. Donc, il faut utiliser tous ces outils, varier les volumes, varier les vitesses de contraction, varier les longueurs musculaires. Et c'est le meilleur moyen, en fait, d'avoir un effet protecteur qui dure, en fait, dans le temps. Si je répète toujours la même chose, globalement, derrière, j'aurais peu d'adaptation, en fait. En fait, je me posais la question surtout pour des personnes qui ont peu accès à de la montagne. Et on en voit des gens comme ça qui vivent en plaine et qui vont préparer des ultras. Pour les gens qui vivent à Grenoble ou qui vivent là où toi tu vis, à Clermont, tu peux préparer en faisant vraiment de la descente. Pour les gens en y passant du temps. Pour les gens dont c'est pas le cas, des fois ils se déplacent. Peut-être que sur un jour, moi je me dis, est-ce que je peux optimiser l'effet protecteur en réduisant le volume pour peut-être pas augmenter le risque de blessure, en réduisant le volume, en augmentant l'intensité, et du coup, je vais jouer sur un autre paramètre pour déclencher un effet protecteur qui va se transférer sur des vitesses plus petites. C'est un peu ça la nature de la réflexion que je me posais là de suite. Je vois. Moi, j'irais plutôt, encore une fois, sur la longueur musculaire et sur les niveaux de force. Donc, si vraiment je suis dans un environnement où j'ai pas trop accès à de la descente, des meilleurs moyens, c'est d'aller faire la musculation en salle, en excentrique. Voilà. Même si c'est pas les séances que l'on préfère quand on est coureur de nature, mais voilà, s'il y a quelque chose à faire, c'est ça. Et puis derrière, si je dois optimiser mon temps, je pense que Guillaume vous en a parlé, c'est le fameux week-end shock. En fait, Guillaume, lui, il s'est mis à ça parce qu'il devait optimiser son temps. Il avait peu de temps pour se préparer. Donc, le week-end shock, là, on est plutôt sur du volume, en fait. Un gros volume où là, effectivement, on va induire des dommages importants. On va mettre du temps à récupérer, mais derrière, on a un bon effet protecteur, en fait. Et donc, c'est typiquement même c'est des choses qui vont se faire à distance, des objectifs et c'est plutôt cette stratégie là. Moi, j'irais plutôt sur du volume, et si à un moment donné j'ai pas le temps de faire du volume,
et ben je vais aller sur quelque chose de très qualitatif où je vais chercher de la grande longueur musculaire. Donc une séance simple, si j'ai que des escaliers à disposition pour me préparer. Il y a des gens qui se sont préparés à l'Everest sur la Tour Eiffel. Hein. Je crois que c'était Marc Battard qui a préparé l'ascension de l'Everest sur la Tour Eiffel. Ben, si je veux me préparer dans des escaliers, je vais jouer par exemple sur le nombre de marches que je descends. Je descends une par une, deux par deux, trois par trois. Et plus je vais augmenter le nombre de marches, plus je vais augmenter la longueur musculaire, la sollicitation et donc l'effet protecteur derrière. Tu parlais du Weekend Shock, mais on parlait également avec, évidemment, il y a un épisode en ligne qui est dispo avec Guillaume là-dessus. Donc, je vais pas du tout remettre en question leur efficacité. Mais il y a aussi des séances télécabines dont on avait parlé un peu avec Bastien qui permettent aussi de réduire peut-être la charge physiologique en faisant que de la descente un des 2 jours par exemple. Donc bref, ça c'est plein de stratégies qu'on peut adopter assez facilement. On va approcher doucement de la fin de cet échange. Là, si je voulais te poser une question sur la récupération. Si là de suite, j'ai des courbatures. C'est bon, je me suis déclenché des DOMS, donc j'ai mes courbatures. Selon toi, si je te demande le top 1, 2 ou 3, peu importe, comme tu veux, le top des méthodes pour récupérer rapidement et efficacement de ces DOMS, est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui te vient en tête et qu'est-ce qui est moins intéressant ? En numéro 1, ne rien faire. Laisser la nature faire. Il y a des études qui ont été faites en fait sur la comparaison de ne rien faire et donc laisser faire ce processus qui est encore une fois inflammatoire, qui est encore une fois naturel, qui prend du temps, qui est désagréable transitoirement parce qu'il génère des symptômes, et comparer ça à des stratégies type le froid, donc l'immersion dans l'eau froide notamment. J'ai une étude en tête là-dessus. Donc là, on n'est pas sur 2 exercices excentriques, hein, c'est sur des cycles d'entraînement, plusieurs mois d'entraînement, notamment dans les sports collectifs. Et puis je regarde au final quelles sont les adaptations. Ben, on s'aperçoit que quand on lutte contre l'inflammation, notamment par le froid, par l'immersion dans l'eau froide, eh bien, certes, transitoirement, j'aurai des courbatures qui seront un peu moins importantes. Je vais récupérer peut-être légèrement plus vite, même si la science, elle n'est pas complètement d'accord là-dessus. Mais en tout cas, sur les courbatures, oui, ça fait du bien. Mais au final, si je fais le bilan après un cycle d'entraînement, je progresserai moins que si je laisse faire l'inflammation. Donc, en fait, c'est une question de priorisation des objectifs. Est-ce que j'ai le temps de récupérer ? Si j'ai le temps de récupérer, il vaut mieux ne rien faire. Bien dormir, voilà. Donc je fais en sorte de bien dormir. J'ai une alimentation équilibrée pour que ma synthèse protéique de protéines, elle se refasse bien, pour que je répare bien mes sarcomères et mon cytosquelette. Mais il faut pas chercher à lutter contre l'inflammation. Maintenant, si je suis à 1 semaine d'un objectif, j'ai un peu forcé sur une séance, sur une dernière séance un dimanche, à 1 semaine ou 6 jours d'un objectif, j'en ai fait un peu trop. Là, on peut se dire, OK, là, il faudrait peut-être que j'intervienne. Ce qui marche le moins mal, hein, parce qu'il n'y a pas de méthode miracle, c'est l'immersion dans l'eau froide et la compression. Voilà. Bas de contention. Pourquoi ? Parce que ça va limiter l'œdème. L'œdème, c'est le gonflement des muscles qui est associé à la réaction inflammatoire. Hein. C'est un des 4 symptômes de l'inflammation. C'est quelque chose que j'aurais pu dire au début aussi. Hein. C'est douleur, chaleur, rougeur et gonflement. Les courbatures, c'est la douleur. Le gonflement, c'est l'œdème. Donc, quand on porte de façon chronique des moyens de contention, de compression, on va limiter ce gonflement, on va limiter l'œdème, en fait. Voilà. Et puis le froid, de tout temps, depuis l'Antiquité, on l'utilise comme pour ses effets antalgiques, antidouleurs, et ses effets anti-inflammatoires. Donc l'immersion dans l'eau froide, plus de la compression, plus du sommeil de qualité, ça reste la meilleure méthode si on a besoin de récupérer plus vite. Alors là, tu soulèves juste un point sur lequel je voudrais rajouter une petite question, parce que je pense que les auditeurs, ils m'ont vu 50 fois avec les full legs de Compressport, qui sont des bas de compression sur la jambe entière, et je les utilise vraiment très souvent, mais je pense plusieurs fois par semaine. T'as dit que le froid, après des cycles d'entraînement, on avait moins de progrès, parce que justement le froid avait un effet anti-inflammatoire et donc limiter les adaptations. Est-ce qu'on a cet effet de limitation des progrès avec la compression, ou est-ce que ça, par contre, ça existe qu'avec le froid ? Eh bien, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas en tête d'études qui auraient regardé l'effet chronique du port de compression, en fait. J'ai eu en tête une étude sur l'excentrique, c'était sur du biceps, j'ai porté un manchon sur le biceps pendant
14 jours, je crois, où là, ils montraient, oui, que ça faisait du bien, tu récupérais plus vite, tu avais moins mal. Par contre, sur un cycle d'entraînement, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Après, si je devais faire une projection, j'ai envie de dire que peut-être que, parce que ça n'a pas des effets sur l'inflammation, hein, ça a aussi des effets un peu en termes de gradient de pression, etc. Peut-être que c'est positif, je sais pas. Faudrait lancer une thèse sur le sujet. En fait, déjà, j'avais reçu Fabrice Vercruisen où on en avait parlé de la récupération et du compressif. Lui, il était quand même plutôt pour son utilisation. Là, j'ai cité dans la partie 1 une méta-analyse de 2013 qui montrait que tu avais moins de douleur, plus rapide récupération de force en moyenne avec de la compression, même s'il y a des conditions d'application et de pression, etc. Donc, c'est pour ça, mais bon, en tout cas, ça semble déjà moins tranché que le froid où on sait que tu as un effet qui limite les adaptations musculaires. Là, apparemment, c'est quand même... ça semble peut-être un peu moins crédible ou moins crédible avec la compression. Je te propose une dernière question, qui est la question de la rubrique Gollum. Gollum, c'est un partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Et chaque semaine, on ouvre une boîte à questions sur les réseaux sociaux pour que les auditeurs en proposent une et j'en sélectionne une dans le lot. Il y en a une que j'ai trouvée intéressante, qui est peut-être un peu compliquée, je suis désolé. Est-ce qu'il existe des moyens de savoir, a priori, à quel moment la charge d'un exercice va ou devient à risque de générer des courbatures? Non. Ok. Non, c'est que c'est compliqué ça, parce que encore une fois, les dommages, la survenue de dommages et leurs conséquences en termes de douleur, donc de courbatures, elles varient entre les individus. Et puis, on a parlé d'effets protecteurs. Elles varient en fonction de ton statut d'entraînement, ton niveau d'entraînement. Donc, on a tous vécu. Hein, tu commences la saison, tu es en reprise, tu as plus de chances d'avoir des courbatures qu'un petit peu plus tard dans la saison, en fait. Donc, ça, c'est un peu compliqué et c'est toujours quelque chose que l'on découvre après, malheureusement, parce que c'est un phénomène d'apparition retardée. Donc, là, je vois l'origine de la question. Hein, c'est des problématiques de gestion de charge d'entraînement. Si on reste sur les principes de base que l'on connaît depuis 60 ans, 70 ans, sur une forme de progressivité dans ce qu'on va proposer, normalement, on génère pas des grosses courbatures si on respecte bien ce principe de progressivité, puis qu'on évalue régulièrement cette progression, en fait. Voilà. Je suis désolé, c'est une réponse un peu vague, mais... Non, mais la réponse c'est non. La réponse c'est non, et moi je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'on a quand même entendu des athlètes dire que par exemple après l'UTMB, et des élites, dire qu'après l'UTMB, ils avaient quasiment pas eu de courbature ou ils avaient eu mal aux jambes pendant 2-3 jours. Alors ça veut pas dire que leurs jambes sont pas réellement, il n'y a pas une réelle perte de force, mais ça veut dire qu'en tout cas ils sont assez entraînés pour qu'après 10 000 mètres de dénivelé, ils soient pas dans la même situation que d'autres personnes après 10 000 mètres de dénivelé. Et je pense que ta réponse, elle soulève, elle explique un peu pourquoi on a eu ces retours. C'est de l'entraînement, c'est de la progressivité, c'est de la fréquence d'exposition à ce stimulus. Voilà. Donc, je pense que le meilleur moyen de ne pas trop avoir de courbatures, c'est de s'entraîner régulièrement à la tâche qu'on veut réaliser. Tout à fait. Je te propose de garder là les deux questions qu'on doit certainement te poser les plus souvent pour la partie Patreon, à savoir est-ce que je peux m'entraîner sur des courbatures et est-ce que c'est le signe que je progresse ou pas. Mais pour l'enregistrement tout public, je te propose qu'on arrête ici. Je te remercie beaucoup pour toutes les réponses que tu as apportées et je suis sûr que ça va beaucoup aider les auditeurs. Mais je l'espère. Je te remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode sur les courbatures en trail avec Vincent Martin. Je remercie tout d'abord Fort Endurance, partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Fort Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité pour les sports d'endurance et la plupart sont composés en respectant la littérature scientifique. C'est pour ça que je les ai choisis pour m'accompagner et en tant que partenaire du podcast. On l'a redit avec Vincent, pour aider les courbatures à se résorber, on peut augmenter nos apports en protéines. Aussi, je vous invite à découvrir les nouvelles protéines végétales goût chocolat de Fort Endurance. Avec 25 grammes de protéines par dose, c'est un moyen facile d'augmenter ses apports avec 1 ou 2 shakers par jour et donc aider la récupération au niveau musculaire. Pour découvrir ce produit, vous pouvez utiliser le lien présent en description de l'épisode. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 2, Gollum, Suunto et Wise. En description, vous trouverez d'ailleurs des codes promo pour la plupart d'entre eux, n'hésitez pas à les utiliser pour vos prochaines commandes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à mon échange exclusif avec Vincent, où on répond entre autres à la fameuse question de l'entraînement sur des courbatures, et de si ces dernières sont un marqueur de progrès ou non.
Tous les contenus Patreon sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode au format rencontre avec une athlète de haut niveau pour parler terrain. Et comme au moment où j'enregistre cet outro, je sais pas encore qui sera l'invité, même si vous l'avez peut-être vu passer sur l'Instagram de Courir Mieux, je vous dis juste à très bientôt. Et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.